Bonjour à tous, c'est Simon et je suis avec vous aujourd'hui pour vous parler de Malignant, le nouveau film de James Wan. Et c'est une date dans l'histoire du cinéma, je vous promets que je ne plaisante pas, ou juste à moitié. Malignant, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vous le disais, c'est le nouveau film de James Wan. Il y est question d'une jeune femme, Madison, qui, suite à un traumatisme que je ne vais pas vous révéler, se retrouve dans une situation pour le moins troublante. Elle assiste régulièrement à des visions qui sont manifestement non pas des fruits de son imagination, mais bien les actes d'un terrible tueur en série qui agit dans la ville où elle réside. Évidemment, cela pose plein de questions. Est-ce qu'elle les rêve? Est-ce que ça vient d'arriver? Est-ce que ça va arriver? Est-ce qu'elle est responsable de tout ça? Quel est son lien avec ce meurtrier? C'est évidemment l'objet de ce film. Et quel film? Alors, on va d'abord un petit peu revenir sur le parcours de James Wan, parce qu'effectivement, son nom ne vous est sans doute pas inconnu, et si vous êtes un peu cinéphage ou cinéphile, vous savez qui c'est. James Wan, c'est ce metteur en scène, scénariste, devenu producteur, qui devient célèbre grâce à son premier long métrage, Saw. Saw, c'est un film qui a un succès démentiel pour une petite prod indé, pour un film vraiment fauché à l'époque, et qui va engendrer toute la franchise que vous connaissez. Après ça, il va enchaîner avec plusieurs autres films qui vont être relativement appréciés sans avoir des succès énormes. Il y a Dead Silence, il y a Dead Sentence, et puis va arriver Insidious. Insidious, à nouveau un énorme succès qui lui-même va engendrer une franchise qui va lui permettre là vraiment de devenir un peu, on va dire, une poule aux œufs d'or pour le studio Warner, et il va ensuite enchaîner avec Conjuring. Conjuring, il a écrit et réalisé le premier et second épisode, et ensuite il a produit, on va dire, fait le chef d'orchestre de tous les films dérivés que vous avez pu voir, de La Nonne à Annabelle, etc., etc., etc. Il a également œuvré du côté du blockbuster, vu qu'il a mis en scène Fast and Furious 7, mais aussi le premier Aquaman, toujours pour Warner. Le voici, de retour, pour nous jouer un sacré tour avec Malignant. Malignant, dont il a dit lui-même qu'il pourrait peut-être donner naissance à une nouvelle saga. Que penser de Malignant? Alors, je vais être direct, je vais vous dire tout de suite, c'est une date véritablement dans l'histoire du cinéma d'horreur parce que c'est un des plus beaux films Z, un des plus grands nanars qu'on ait vu depuis peut-être 10 ou 20 ans. Attention, je ne dis pas du tout ça de manière cynique, vraiment. Le film a, comme on va le voir, beaucoup de problèmes, mais je vous en conjure, allez le voir, allez le regarder, c'est absolument incroyable et sur un grand écran, c'est sidérant. Alors voilà, nous on attendait le film avec beaucoup de curiosité et un peu d'étonnement, parce que, comme je vous le disais, James Wan est un réalisateur et producteur qui a eu des succès colossaux pour Warner, et on était extrêmement surpris de voir le peu de promotion qu'a le film. Sachant que, certes, en ce moment, du fait de la crise sanitaire et du bouleversement des usages, et de l'usage du pass sanitaire, les cinémas font face à un marché qui est absolument déserté. Néanmoins, s'il y a bien un type de film qui avait une chance de bien fonctionner, c'est bien un film de genre d'un auteur super populaire qui a enchaîné les succès planétaires. Or, Malignant a quasiment zéro promotion. Aucune avant-première, aucune projection de presse, très peu d'affichage, les bandes annonces ont été peu mises en avant, on n'a pas énormément d'interviews qui se baladent sur les réseaux, enfin bref, le film est clairement sous le manteau. Dans l'édition, traditionnellement, on appelle ça la stratégie de l'oreiller. C'est quand vous avez un produit, vous êtes un peu embêté, vous prenez l'oreiller, puis vous dites chut, oh, voilà, plus de bruit. C'est la stratégie de l'oreiller. Alors pourquoi est-ce que Warner n'a pas eu tant que ça envie qu'on cause du film? À mon avis, c'est une erreur parce que vraiment, vous pouvez aller lire la critique de Geoffrey qui est en description de cette vidéo. On est à peu près du même avis. Le film est très décontenançant, mais c'est un bonheur de visionnage sans nom. C'est vraiment un truc incroyable. Alors tout d'abord, James Wan, comme vous l'avez peut-être remarqué, c'est un réalisateur qui aime énormément, on va dire, rendre des hommages très appuyés aux grands classiques du cinéma d'horreur. Tout simplement, regardez ces Conjuring, c'est une brochette de citations de toutes les plus grandes scènes et de tous les grands effets du cinéma, de possession, d'exorcisme, de maison hantée. Insidious, c'était déjà une relecture brillante, intelligente de Poltergeist, enfin bref. Tous ces films ont quasiment toujours été conçus comme ça. Et là, il se passe un truc, c'est qu'avec Malignant, il va beaucoup se libérer, on va dire, de ses hommages et se libérer de la forme des grands classiques. Mais en même temps, comme il l'a lui-même dit, c'est un petit peu sa vision, sa version du giallo. Qu'est-ce que c'est que le giallo? Le giallo, c'est un genre qui nous vient d'Italie, dont le grand maître a été Dario Argento. Le giallo, c'est un genre qui est né entre les années 50-60 et qui a disparu à la fin des années 70-80. Tout simplement, c'est un genre de film policier qui met énormément l'emphase, bien plus sur les meurtres même et sur la violence que sur les investigations, qui a fétichisé énormément les séquences de mort, les séquences d'assassinat, mais aussi la figure du meurtrier, qui est souvent représentée de manière, encore une fois, très fétichiste, ses mains toujours gantées de cuir, c'est les objets qu'il va utiliser pour tuer, etc. Voilà, c'est un genre très maniériste, et donc c'est Dario Argento qui l'a porté à son niveau d'incandescence grâce à un cinéma très baroque.
Et donc là, il se passe quelque chose, c'est que James Wan nous raconte une histoire qui se passe de nos jours, hein, dans une Amérique contemporaine, à Philadelphie, si ma mémoire est bonne. Et déjà, on a un premier problème, c'est comme il se libère un petit peu d'influences formelles trop directes, et ben on se retrouve avec une mise en scène qui est pas très fonctionnelle. Il a coécrit le film avec Ingrid Bisou et Akela Cooper, qui sont respectivement une comédienne et scénariste et une productrice et scénariste. Je ne sais pas si c'est dû au fait d'écrire à 3 mains, je ne sais pas si c'est parce que ça a été rushé, je ne peux pas vous dire pourquoi, mais il n'y a pas une seule réplique du film qui tombe juste. C'est ahurissant. Alors, je ne pense pas que les acteurs soient tous mauvais, ça n'existe pas. Je veux dire, personne, surtout à ce niveau-là d'exigence de production et d'exigence artistique, personne ne se dit « Tiens, on va recruter que des bras cassés !» Non, non, il y a un vrai problème d'écriture des dialogues et de direction des comédiens. Je vais essayer pendant cette vidéo de vraiment pas vous spoiler, donc je ne peux pas vous citer ces répliques, mais il y a des trucs géniaux. Si, il y a un exemple, vous voyez, par exemple, il y a 2 flics qui viennent d'être caractérisés comme ces flics badass qui arrivent sur les scènes de meurtre, qui arrivent et qui font « C'est une boucherie !» Mais vraiment, c'est une boucherie. Moi, à ce moment-là, j'ai cru que j'étais dans la cité de la peur, j'attendais la boucherie sans eau, quoi. Et puis après, on croise un collègue, on fait « Ça va, beau gosse ?» Tu fais « Non, les mecs, vous pouvez pas être des flics badass torturés qui sont là dans un clair-obscur terrible à collecter les cadavres d'un tueur en série et faire genre « Eh, BG !» Non, c'est incroyable. Et il y a comme ça des espèces de ruptures de ton, j'ai pas envie de dire faute de goût, c'est toujours un peu débile de dire faute de goût, mais vraiment des trucs qui ne passent jamais dans les dialogues. La situation, la narration, l'histoire. Alors, si vous êtes un lecteur assidu de Stephen King, dès l'ouverture du film, qui est en mode méga giga Z, vous allez repérer à quel roman de Stephen King James Wan a fait les poches. Je vais évidemment pas vous dire lequel, parce que ce serait encore une fois vous spoiler et vous enlever l'énorme, la magnifique surprise de la grande demi-heure grotesque qui conclut le film. Mais si jamais vous repérez de quoi va vouloir vous parler le film, vous allez comprendre le twist à venir, et là, vous allez non seulement l'attendre, parce que vous comprenez très vite que ça ne peut pas marcher avec le récit qui se déroule sous vos yeux, et surtout vous allez voir à chaque fois que l'intrigue est en train de caler, je dirais, un joker, genre, bon, on va dire que le scénario passe parce qu'on a posé ça là, on va dire que ça, c'est pas une invraisemblance parce qu'on a fait ça, et donc ça devient un truc assez jouissif, assez fort, comme rien ne tient la route, c'est très bizarre, et puis le film, stylistiquement, n'a aucun sens. On passe de séquences extrêmement ternes dont on a l'impression, en fait, que James Wan se répète à l'infini. Je pense notamment à un des décors principaux qui est la maison dans laquelle vit Madison, qui est interprétée par Annabelle Wallis. Cette maison, c'est la quasi-exacte réplique d'une maison, notamment le décor du salon, qu'il y a dans Insidious 2. Et j'y reviendrai, Insidious 2, c'est pas un hasard. Donc stylistiquement, c'est très bizarre, les rebondissements sont amenés un peu n'importe comment. On a un boogeyman tueur qui est hautement improbable, on dirait vraiment un cosplay d'Assassin's Creed qui aurait pris beaucoup de MDMA. Et si vous aimez Assassin's Creed et si vous aimez la MDMA, vous savez sans doute que ça va moyennement ensemble. Mais au cinéma, c'est assez rigolo. Donc tout ça est très étrange. Et alors là, vous voyez, c'est là où cette vidéo devient compliquée. Et là, à un moment, donc pendant 50 minutes, on est en mode navet. Navet un peu rigolo, mais comme le film est très conscient de lui-même, un peu lourd et très mollasson, ça contraint un peu le rire, quoi. Ça pète pas tout à fait les plombs. Et puis arrive une série de twists incroyables, mais incroyables. Et alors là, comment vous dire, le film devient... parce que justement, James Wan veut mettre à la fois du baroque, à la fois de l'action, à la fois de la surprise et un peu de gore. Écoutez, ça devient Démon de Lamberto Bava qui essaierait de rejouer The Raid. Et là, mais rien ne va plus. C'est-à-dire que dans chaque séquence, vous allez vous dire, non mais de toute façon, il va pas oser faire ça. Alors non seulement il ose, mais il le fait 3 fois plus fort que vous ne le pensiez et avec des effets de caméra qui n'ont aucun sens. Une photographie qui passe d'un truc terne numérique étalonné n'importe comment à des effets justement qui viennent du giallo très baroque, très puissant en termes de couleurs, avec des rouges, des bleus, des verts, mais ça ne rime à rien, jamais, c'est ouf, vraiment, et c'est hilarant. Et là où ça devient fascinant, si vous voulez, c'est que on a une époque où c'est très rare les vrais nanars, et là il faut peut-être dire un petit peu justement en quoi c'est exceptionnel. Il y a toujours eu des nanars. Et d'ailleurs, si vous êtes un peu curieux, si c'est un truc que vous aimez, vous devez connaître un site comme Nanarland et son grand événement annuel, sa grand-messe, la nuit Nanarland, où on a l'occasion de voir au Grand Rex des productions complètement improbables, des films ahurissants. Mais de nos jours, il y a une grande confusion entre le navet, le nanar et le gros étron cynique. Un navet, c'est juste un mauvais film. C'est pas un truc très plaisant à regarder. Un navet, c'est un très mauvais film. Un nanar, c'est un film qui est inconscient de sa nullité, et qui va tellement loin dans sa nullité qu'il en devient d'une sincèrement touchant, plaisant à regarder,
est complètement délirant. C'est des Samurai Cop, c'est des Hard Ticket to Hawaii, ce sont toutes ces productions-là, c'est ces trucs ahurissants. Mais c'est pas des films qui font exprès d'être nuls. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben en fait, la mode du nanar, ou de ce que les Américains appelleraient le grindhouse movie, a été largement relancée par un grand metteur en scène, par Quentin Tarantino, dont on a dit un peu vite que oui, il voulait réhabiliter un cinéma populaire pourri. C'est pas vrai du tout. Il ne veut pas réhabiliter un sous-cinéma. Il a voulu rappeler combien il y avait un cinéma qui était un peu déserté par la critique et méconnu d'une nouvelle génération de public, combien c'était un cinéma qui était inventif, qui osait des trucs, qui était fou, qui était jubilatoire et euphorisant. C'est pas la même chose. Et lui ne s'en est jamais moqué. Il a eu au contraire envie de réhabiliter, de montrer en quoi dans ce cinéma, il y avait matière à vraiment faire du putain de cinoche, mais aussi en quoi il y avait, comment dire, matière à parler du monde, à avoir des vrais personnages et parler du réel. Sauf que, dans la lignée, on va dire, de Tarantino, il y a eu évidemment plein de producteurs et de distributeurs qui se sont dit, c'est facile, on va pouvoir, dans un premier temps, ressortir des espèces de petites prods oubliées, des films qui coûtent rien du tout, et ça a été, vous savez, toute cette mode de grindhouse movies, de films grindhouse qui sortaient en DVD, qui sortaient directement en Blu-ray, voire en VOD, qui coûtaient rien à acheter, c'était des fonds de catalogue, et où on disait un peu aux spectateurs, en faisant un clin d'œil un peu cynique, genre « Eh, venez, vous allez vous marrer ». Et tout ça a grossi jusqu'à, on va dire, le climax de cette mouvance-là, à savoir les Sharknado, qui sont non pas des nanars, absolument pas, qui sont au contraire des films très conscients de ce qu'ils sont, produits par des gens cyniques qui disent « Ah ouais ? Les gens, ils veulent des trucs nuls rigolos, bah tiens, on va faire un truc nul rigolo ». Ce qui est donc l'exact contraire d'un nanar, c'est innocent, un nanar. Et ça devient d'autant plus compliqué aujourd'hui d'avoir des nanars que, tout simplement, les films hollywoodiens, les films de studio, en tout cas de major, comme la Warner, coûtant de plus en plus cher, les studios étant de plus en plus allergiques au risque, parce qu'ils veulent faire des franchises, faire des lignées, et transformer les films en marques, tout simplement, tout le monde veut vérifier, tout le monde veut s'assurer qu'on n'aille pas trop loin, tout le monde veut s'assurer que ça puisse pas, on va dire, braquer une partie du public, parce qu'on a besoin d'un public massif pour faire des franchises. Donc c'est assez rare, finalement, qu'arrivent des partages en cacahuètes, des dévissages généralisés aussi fort et dément quand les films ont des budgets qui augmentent. Et là, ce qui se passe, c'est que James Wan retrouve sa grande lignée nanarde. J'ai rien contre James Wan, à part Insidious, c'est pas un metteur en scène qui me passionne pour la simple raison que j'ai l'impression que c'est un excellent copiste, que c'est un excellent citeur de classiques, mais voilà, je trouve ça bien fait, ça me passionne pas. En revanche, on avait eu déjà quelques alertes dans sa carrière. Dead Silence était un film plutôt plaisant, qui avait du charme, mais qui, dans sa volonté d'aller dans le gothique macabre, des fois, était pas loin, et dans le grand guignol, allait un tout petit peu trop loin, mais c'était encore mignon. Puis il y a eu Insidious 2, où là, il se lâchait, et entre un étalonnage numérique impossible, des effets super outrés, encore une fois, le grotesque menacé. Et puis, moi j'avais un peu l'impression qu'il s'est dit genre oula, j'ai failli m'oublier un petit peu là, on va retourner vers les classiques, allez hop, on va aller vers Conjuring, je vais bien citer les grands maîtres, ça va bien se passer. Et puis là, maintenant qu'il a les clés de la voiture, maintenant qu'on lui fait confiance, après qu'il ait rapporté des centaines de millions de dollars au studio, là il a pu se lâcher. Bon, en plus de ça, son dernier long métrage réalisé, c'était Aquaman. Il n'est pas impossible que ça lui ait un tout petit peu faussé la cornée. Et alors là, mes agneaux, comment vous dire, regarder ce film, c'est comme regarder un concours de Chabit réalisé par des manchots, quoi. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, c'est surréaliste. Moi, c'est un des trucs qui m'a fait le plus plaisir. Je l'ai découvert hier soir en salle. Mais c'est orgasmique, c'est incroyable. À chaque fois qu'on se dit il va arrêter, c'est pas possible. Eh ben non, il y va. Je vous en supplie, allez voir ce film. Vous n'avez jamais rien vu de pareil sur un écran. C'est un bonheur insondable. C'est, comment vous dire, je veux dire, le lancer de nain est illégal. Le LSD, c'est compliqué à trouver. Et la seule façon de réunir ces deux grandes émotions qui sont à la fois poétiques mais intéressantes d'un point de vue expérimental, c'est probablement d'aller voir Malignant. Je vous en supplie, donnez sa chance à ce film qui risque de ne pas rester longtemps à l'affiche vu le peu de promotion qu'il a. C'est un film important. Je vous encourage également à aller lire la critique de Geoffrey qui est bien plus détaillée et précise que cette vidéo faite un petit peu à chaud. Elle est très intéressante, elle est en description de cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Allez voir également comment nous soutenir, comment donner des sioux à l'arc, tapez sur la cloche pour ne pas louper nos prochaines vidéos, laissez des commentaires, mettez des pouces. On vous embrasse, on espère que la rentrée se passe bien et je vous en supplie, allez voir Malignant. Stop!